Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Monique Canto-Sperber, bonjour. Bonjour. Alors, votre vie, votre parcours fait de vous une figure de la vie intellectuelle, une enfant de la République. Philosophe, directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et première présidente de l'Université Paris Sciences et Lettres. Vous êtes aussi une auteure prolixe dans les domaines de la philosophie antique, de la philosophie morale, contemporaine encore, sur l'avenir et le devenir de l'école. Et vous venez de créer Atout Plus, un établissement d'enseignement supérieur privé. Et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, d'abord, une première question, qu'est-ce que représente la République pour la philosophe que vous êtes ? Elle représente d'une certaine manière le cadre institutionnel de la liberté en France. Je suis extrêmement attachée à la tradition libérale républicaine. Elle a été vraiment à l'origine de cet extraordinaire projet d'émancipation de l'être humain par l'éducation. Ça, c'est une chose tout à fait extraordinaire. Parce que l'éducation, c'est primordial. Absolument. C'est ce qui donne les conditions des libertés, les atouts fondamentaux des libertés. Mais alors évidemment, il y a une interprétation dogmatisme du républicanisme à laquelle je ne me rallie pas, qui impose un modèle laïque, un modèle où on veut imposer aux individus d'une certaine manière de renoncer à toutes leurs appartenances, à tout leur engagement personnel. Moi, non, c'est pas ça le modèle républicain. C'est un modèle de liberté qui donne aux individus la possibilité d'être ce qu'ils sont, conformément à leurs préférences, de choisir, mais dans un cadre collectif et avec une ambition de perfectionnement collectif et de paix civile. C'est ça le modèle républicain. Alors, un mot sur votre parcours, Monique Canto-Sperber. Vous en parlez peu, vous en avez parlé très peu. Vous êtes né en Algérie. Vous êtes resté jusqu'à l'âge de 9 ans. Il reste quelque chose en vous de cette enfance algérienne, de ces racines algériennes ? Il reste d'abord ce que disait Valéry, qui n'est pas né en Algérie, mais qui est né lui aussi dans le Sud, et que d'ailleurs Camus a repris « Je suis né face au soleil ». Et ça change tout dans une enfance. Y compris dans votre regard. Qui marque existentiellement la personnalité. Alors il est vrai que je suis née à la fin de la guerre d'Algérie. Mes parents, enfin mon père en particulier, a voulu rester au-delà de l'indépendance, encore plusieurs années. C'était une période très difficile, en particulier la fin de la guerre d'Algérie. Et vous avoue que... Enfin, vous êtes né au début de la guerre d'Algérie, et vous êtes parti après la fin de la guerre d'Algérie. Mais le souvenir que j'en garde avant tout... c'est le souvenir de la guerre, quelque part. C'est ce mélange de guerre et de peur, puisque mon père était totalement opposé à l'OAS, mais il était extrêmement... attaché à l'Algérie, où s'étaient installés ses parents. Et évidemment, avec cette espèce de rectitude, je ne vois pas pourquoi je devrais partir, alors que j'ai toujours été un très bon citoyen et je me suis bien comporté avec tout le monde. Nous sommes restés envers et contre tout, dans une atmosphère quand même de peur. C'est la peur, le souvenir de peur et de soleil, et d'émerveillement et de peur mêlée. C'est le souvenir que j'ai gardé de mon enfance et de l'Algérie. Je n'y suis retournée que quelques heures, et il y a une quinzaine d'années, je n'ai rien reconnu de ce que j'avais vécu, ni la blancheur, ni la lumière, ni les odeurs, mais peut-être n'étais-je pas dans la bonne condition psychologique pour retrouver tout cela. Et cet héritage, on va dire pied noir, il a compté pour vous, il compte pour vous ou pas ? Il m'a d'emblée plongé dans la complexité des existences humaines, si vous voulez, quand on rentre en France, donc 2 ans après la grande vague de retour de ceux qui venaient d'Algérie. L'adaptation était tout de même très difficile et surtout j'ai éprouvé très physiquement la difficulté qu'il y a à être jugé comme ayant été du mauvais côté de l'histoire. Du côté des perdants, quelque part. Des perdants et d'une certaine manière des fautifs. Ouais. Et les histoires singulières étaient en quelque sorte écrabouillées, écrasées par un jugement collectif qui ignorait tout de ce qui avait été la condition des Français d'Algérie, de leur motivation, de leur attachement à ce pays, des raisons pour lesquelles ils étaient là. Et c'est une impression à la fois de déclassement, d'incompréhension, de mauvais jugement qui m'a toujours attachée au respect de la diversité des conditions humaines. Avant de juger et de disqualifier certains types d'existence et d'origine, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre. Alors, vous êtes arrivé en Algérie, 10 ans après, seulement 10 ans après, vous choisissez les lettres, vous avez décidé de bifurquer vers les lettres et vers l'école normale. Ça a été très rapide. En 10 ans, vous êtes devenue normalienne. Oui, tout à fait. D'une certaine manière, on peut dire que je suis avant tout une ancienne élève de l'école républicaine et j'en ai apprécié
par-dessus tout l'impartialité, l'absence de préjugés, le fait qu'on juge les individus sur ce qu'ils font et pas sur ce qu'ils sont. Et ça, c'est une chose tout à fait précieuse d'une certaine manière. Cette sorte de possibilité dans un modèle véritablement républicain qui refuse toute espèce de privilège et toute discrimination, de prendre les personnes. Bon, pour autant qu'elles se plient à un certain nombre d'obligations ou réalisent un certain nombre de tâches, elles sont reconnues. Il n'y a aucune disqualification, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres modèles. N'oublions pas, et nous allons bientôt peut-être parler du système éducatif dans son ensemble, mais il y a des pays, par exemple les États-Unis, jusque dans les années 50, où dans certains États, il y avait des quotas. Des formes de ségrégation à l'égard de certaines minorités, d'ailleurs dont la minorité juive, pas partout bien sûr, mais dans certains États. Ça n'a jamais été le cas en France. Dès la création des grandes institutions de la République, y compris l'école et l'université, tous ceux qui avaient les titres, les capacités et réussissaient le concours pouvaient entrer. C'est quand même un modèle tout à fait extraordinaire. Modèle français. Un modèle de liberté. Un modèle de liberté. Où chacun peut ensuite mettre en scène sa différence. Ouais. Mais l'égalité de traitement est un acquis du système républicain. Et pourquoi avoir choisi les lettres plutôt que la science Eh bien, à vrai dire, le choix m'était donné puisque j'étais dans une filière de mathématiques et les mathématiques m'intéressaient beaucoup. Mais dans ma famille, on considérait que les études de mathématiques et de sciences étaient les seules choses intéressantes. Puisque votre père était ingénieur. Comme j'ai voulu me démarquer par rapport à cela. Et puis j'avais sans doute une aspiration à la richesse du monde culturel auquel je n'avais pas eu véritablement accès et qui m'intéressait beaucoup. Est-ce juste de dire, vous en avez parlé au début de cette émission, que sans culture, sans littérature, sans les livres, sans l'école, il n'y a plus de République ? Très certainement, la République est fondée quand même sur la réalité de la transmission. Quelque chose est à transmettre en termes de valeurs, en termes d'héritage, en termes de culture. Et de plus, la République, c'est aussi l'idéal d'un langage partagé. On peut parler ensemble, quelles que soient les diversités des religions, des appartenances, des opinions politiques, des croyances, des intérêts. C'est absolument essentiel. Et pour parler ensemble, il faut avoir un référentiel commun. Et quoi d'autre qu'une culture commune peut nous le donner ? C'est juste de dire que vous avez une passion pour les livres, pour la littérature, pour les écrivains ? Oui, tout à fait. Alors je suis... alors je pourrais dire curieuse, mais c'est un mot peut-être anodin. J'ai une sorte de très profond appétit existentiel de l'expérience d'autres modes de vie, d'autres types d'existence que celui que je connais. Or, rien de tel que la littérature, les livres, les idées l'art aussi d'ailleurs, et même l'art le plus moderne, le cinéma, peut nous mettre constamment en contact avec cette pluralité des existences humaines. Quand on lit un livre, même dans un domaine qui est le nôtre, un monde qui est le nôtre, nous avons toujours le sentiment qu'il existe d'autres formes de vie que la nôtre. C'est un enrichissement extraordinaire. Et c'est pas ce qui manque à la jeunesse aujourd'hui, la lecture, la littérature, le savoir ? L'appétit de savoir. La jeunesse y accède par le cinéma, par les divertissements ou les objets de consommation culturelle. Les réseaux sociaux, mais ce n'est pas le cas. En partie quand même. Il ne faut pas la jeunesse est curieuse et la jeunesse a envie également de découverte, comme c'était le cas dans ma génération. Mais il est vrai que l'ampleur du monde et surtout la capacité de restituer ces différentes expériences humaines auxquelles on a connaissance dans un sens historique et je dirais un sens géographique aussi assez élaboré, c'était quand même propre à la génération qui a bénéficié d'une école, d'un système éducatif qui transmettait véritablement les cultures, parce que c'est pas tout de savoir comment on vivait au Moyen-Âge et comment on vit sous la Révolution. Il faut aussi avoir la capacité de se représenter ça dans le temps, ce que signifie adopter une perspective historique sur un problème, et tout cela supposait une éducation quand même assez systématique. Alors justement, comment l'école de la République et l'université peuvent incarner l'esprit de la République, les valeurs de la République ? Eh bien, d'abord, par le fait Est-ce qu'elle l'incarne aujourd'hui ? Par le fait qu'elle donne, en particulier, alors l'école, parce que c'est la condition même de la liberté, de la possibilité pour l'individu de se constituer comme citoyen, comme acteur social, comme agent du devenir social, comme on dit dans la tradition libérale, et de pouvoir mener une carrière professionnelle, une vie personnelle qui puisse se satisfaire, et qui puisse surtout évoluer en fonction des contextes. Et l'université, parce que d'une certaine manière, c'est le dernier moment où toutes les lacunes ou les difficultés qui ont pu être accumulées dans l'éducation, souvent pour des raisons socio-professionnelles, parce qu'il est clair que malheureusement, les enfants issus de quartiers défavorisés ou de milieux socio-professionnels en difficulté ont en général une éducation secondaire qui
qui leur donne moins d'acquis que c'est le cas dans d'autres environnements, c'est l'occasion jamais où on peut revenir là-dessus, où on peut arriver à combler les lacunes, où on peut donner une véritable nouvelle chance et un nouveau départ. Ce que vous dites, ça veut dire que l'ascenseur social, il n'existe moins qu'avant, aujourd'hui ? Alors, l'ascenseur exige un effort. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Il faut y donner de soi aussi. Il y en a qui appellent ça l'escalier social plutôt que l'ascenseur social. Alors, c'est une situation contrastée. Il est vrai que on observe dans tous les classements internationaux que les performances de l'école ont baissé. Elle est dans la moyenne basse de l'école française. Notamment le classement de Shanghai, par exemple. Et j'entends par école le système primaire et secondaire, pas les universités. C'est un classement à part, ça. Mais évidemment, une éducation secondaire, c'est destiné à donner tous les acquis fondamentaux. On pourrait imaginer qu'à la fin d'une éducation secondaire, le lycéen ait un domaine de connaissances vraiment très solide, que ce soit en mathématiques ou en lettres, selon la spécialité qu'il a choisie, mais surtout des techniques d'argumentation, des techniques d'expression orale, de maîtrise de l'expression écrite. Bon, qui évidemment, ça c'est loin d'être le cas. Malheureusement, ces acquis fondamentaux sont aujourd'hui en grande partie remisés. Alors évidemment, lorsque ces jeunes, parfois assez mal formés, entrent à l'université, on peut dire qu'ils ne sont pas vraiment prêts à réussir dans les études supérieures. C'est les jeunes qui ne sont pas prêts à réussir dans les études supérieures ou les universités qui ne sont pas prêts à les recevoir ? Eh bien, d'une certaine façon, les deux. D'abord, les universités ne sont pas faites pour cela. Les universités françaises sont de très grande qualité, très grande réputation, en particulier pour leur cycle, leur cycle, troisième cycle, master et doctorat. Les laboratoires de recherche des universités sont de très grande qualité, très connus mondialement. Mais il est vrai que le point faible des universités, ce sont les premiers cycles, c'est-à-dire les 3 premières années qui correspondent à la licence. Et ce n'est pas véritablement de leur faute, puisqu'elles prennent tous les étudiants. On ne pouvait pas les choisir jusqu'à l'entrée, la mise en vigueur de Parcoursup. Et il est vrai que beaucoup de ces étudiants ne sont pas équipés pour faire des études supérieures. Il leur manque quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut les renvoyer de l'université, mais il faut certainement prévoir des cursus qui leur permettent de rattraper leur retard. Vous voulez, les universités, en effet, aujourd'hui, ouvrent un très large accès aux étudiants, encore une fois, moins depuis que Parcoursup existe, mais malheureusement, l'accès est garanti, la réussite ne l'est pas, puisqu'on reste quand même avec ce pourcentage vraiment préoccupant, environ 60% des jeunes qui n'arrivent pas à obtenir leur licence en 3 ans. Les universités ont fait un effort considérable pour améliorer leur premier cycle, mais reste tout de même cette difficulté pour un ensemble d'étudiants qui ne sont pas vraiment prêts encore. Donc l'idéal, ce serait de mettre en place des SAS, des formations intermédiaires qui pourraient leur donner les possibilités de poursuivre des études universitaires, même courtes. Parce que leur dire ces étudiants n'ont rien à voir dans l'université, qu'ils aillent faire des formations professionnelles ou qu'ils entrent dans la vie active, en fait, n'est pas une solution. Les perspectives d'emploi pour un lycéen ou un étudiant qui n'a que le bac sont très mauvaises. Et les formations professionnelles... Il faut avoir un bagage complémentaire. Les formations professionnalisantes, soit c'est dans le public, avec les sections techniciens supérieurs et autres, et elles sont à numerus clausus. Souvent, ces étudiants ont été refoulés, ont été refusés à l'entrée de ces formations. Soit il s'agit du système de formation professionnelle payant, qui a d'autres avantages, mais d'autres inconvénients aussi. Alors, il y a une réforme de l'apprentissage, il y a une réforme des débouchés du lycée professionnel. Et ça va dans le bon sens, réforme de l'apprentissage ? Oui, certainement. Qui correspond un peu à ce qui se fait en Allemagne. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un apprentissage qui enferme l'étudiant dans une expertise un peu trop spécialisée, parce que le monde d'aujourd'hui ne permet plus cela. C'est des évolutions constantes, et les expertises deviennent obsolètes assez rapidement. Donc, il faut tout de même garder le principe d'une formation, bien sûr, de technicien, mais fondée sur une formation fondamentale. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé la formule idéale pour ça. Il y a ces filières, les filières générales, et il y a les filières de l'excellence française. Les grandes écoles, les grandes universités. Qu'est-ce que vous retenez de vos années à la tête de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm ? C'était des années exaltantes dans la mesure où j'ai eu la chance extraordinaire qui est très peu souvent donnée à des serviteurs du public, si je puis dire, de pouvoir exercer ces responsabilités au moment où un
un vent nouveau soufflait sur les universités. C'est-à-dire, il y avait un esprit de réforme, de transformation fondamentale, de création d'une nouvelle histoire. Et là, tout de même, l'action de Nicolas Sarkozy, de Valérie Pécresse, enfin, indépendamment de toute allégeance politique, ont été Donc vous êtes arrivé en quelle année à Normal Sup ? Je suis arrivé en 2005, donc c'était les 2 dernières années où François Goulard était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui avait déjà amorcé des réformes très importantes sur le financement de la recherche et sur la modalité, en réintroduisant plus de recherche sur projet. Et ensuite, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, la réforme des universités a été un des marqueurs de ce quinquennat porté par Valérie Pécresse. Et elle consistait d'abord en un aspect institutionnel, donner beaucoup plus d'autonomie aux universités. Pour vous donner un exemple de ce que cela signifie concrètement, lorsque je suis arrivée, donc avant que cette réforme ait été mise en œuvre, lorsqu'il fallait affecter un budget de recherche important à une nouvelle perspective scientifique qui venait d'apparaître et sur laquelle il fallait investir, eh bien, nous ne pouvions pas le faire avec nos organes de décision interne. Il fallait en référer au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui était quand même une décision très bureaucratique et très lente. Lorsque nous sommes devenus autonomes, en application de la loi de 2007 d'autonomie des universités, nous nous sommes dotés des structures internes qui ont légitimé des réaffectations de budget lorsque c'était tout à fait justifié. Donc vous voyez quelle ressource de réactivité, d'adaptation cela donne aux établissements. Nous étions vraiment maîtres de notre destin, de notre politique scientifique et de notre identité. Et donc, ça quand comptait on est beaucoup. à la tête de l'école qui représente l'excellence française, qui forme l'élite française, qu'est-ce que ça fait ? C'est un sentiment grisant de responsabilité et heureusement dans cette époque de capacité de pouvoir proposer d'autres modèles de formation. Nous avons contribué à donner à l'école normale une véritable structure et statut d'institution. Lorsque je suis arrivée, aucun étudiant n'était inscrit en thèse à l'école normale. Maintenant, tous les étudiants qui font leur recherche dans les laboratoires de l'école normale sont inscrits en thèse. Et pourtant, lorsque cette idée a été évoquée pour la première fois, ça a été une levée de boucliers, beaucoup de protestations. Maintenant, elle est considérée comme allant de soi. Nous avons aussi mis en place de nouveaux cursus. D'abord, l'école normale était véritablement une formation exigeante. Il ne s'agissait plus de réussir le concours et 3 ans après, de passer l'agrégation. Il y avait vraiment Encore faut-il réussir le concours, hein. Bien sûr, mais il y avait un programme de formation très exigeant. Ce n'est pas du tout ce que j'avais connu lorsque j'étais moi-même à l'école normale supérieure. Donc, avec aussi des échanges avec les universités la possibilité d'admettre aussi des étudiants qui avaient fait un cursus universitaire, qui n'avaient pas réussi le concours des classes prépa ou qui ne l'avaient pas passé. Et puis surtout, la grande aventure a été Paris Sciences et Lettres, c'est-à-dire la possibilité de réunir autour de l'école normale plusieurs autres institutions qui étaient nos voisines, comme l'Institut Curie, l'école de physique et de chimie, l'école de chimie, pour, en quelque sorte, alors c'était un peu choquant à l'époque, créer tous ensemble, des grandes écoles se rassemblant pour créer un modèle d'université de référence. Et que vous avez aussi, une femme que vous avez conduite. Oui, tout à fait. En tout cas, que j'ai eu l'honneur de porter. La première présidente. Hein. Oui, tout à fait. Et alors, après avoir dirigé l'école normale supérieure, vous venez de créer Atout+, un établissement d'enseignement supérieur privé. Quelque part, j'ai l'impression que c'est une école normale supérieure privée. Pourquoi cette idée de créer une université privée ? Est-ce que c'est pas un constat d'échec du modèle français ? Échec, non, je ne dirais pas ça, parce qu'encore une fois, les universités ont fait un travail remarquable d'amélioration de leur premier cycle, et les classes prépa restent toujours attrayantes pour beaucoup d'étudiants. Mais si vous voulez, 12 ans ont passé depuis ces dernières innovations de formation que nous avons conduites à PSL, et il est vrai qu'en 12 ans, le monde a changé. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui, aujourd'hui, plus que c'était le cas il y a 12 ans, ne souhaitent s'orienter ni vers les universités, ni vers les classes préparatoires, ni les CPES. Alors que veulent ces étudiants ? En général, d'ailleurs, quand leurs familles en ont les moyens, ils font des candidatures pour des études à l'étranger. Il me semble qu'il y a de plus en plus d'étudiants, en tout cas il y a un nombre non négligeable d'étudiants qui ne veut pas se spécialiser trop vite, qui ne veut pas de choisir d'emblée une discipline, qui souhaite un modèle de spécialisation progressive, mais avec un haut niveau d'expertise à la fin des études, qui souhaite, pour les littéraires par exemple, faire des mathématiques et de l'informatique, pour les scientifiques, faire aussi des disciplines littéraires. Nous avions quelques élèves à l'école normale qui s'orientaient comme cela. Donc, d'une certaine façon, oui, pour répondre à votre question, ce serait le premier cycle
qu'on pourrait rêver quand on est à l'école normale. On aurait rêvé que les étudiants qui arrivent à l'école normale aient suivi ce premier cycle. Mais l'essentiel du modèle d'Atout Plus, donc, c'est d'avoir essayé d'associer toutes les stratégies de formation extrêmement intéressantes que j'ai pu observer à Oxford ou à Stanford, où j'ai enseigné, à la tradition française, c'est-à-dire de centrer cette formation sur une formation d'esprit, une maîtrise totale de l'écriture et de la lecture. Est-ce que ça ressemble quelque part un peu au modèle anglo-saxon ? Oui, tout à fait, à ce qu'on appelle le core curriculum, mais en y ajoutant aussi tous les apports de la tradition française. Si vous voulez, je voudrais que Atout Plus donne aux étudiants qui suivent ce cursus, et encore une fois, il y a suffisamment d'étudiants qui font des études supérieures pour que plusieurs modèles de formation leur soient offerts. Après tout, il y a plusieurs façons de très bien former un esprit, pas simplement à la façon des classes préparatoires, mais que les étudiants aient une confiance inébranlable dans la formation qu'ils ont acquise, qu'ils sentent que sur ce point, ils sont invulnérables. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Avec justement un atout majeur dans la vie, d'où le nom. Atout Plus. Hein, en anglais et en français, puisque c'est un cursus bilingue. J'insiste sur ce point. Une université aussi ouverte sur le monde de l'entreprise. Oui, tout à fait, puisqu'il y aura 2 semaines d'immersion dans une ONG, une petite entreprise, pas du tout pour faire du tourisme ou aller faire un stage comme ça pour se distraire, mais pour que l'étudiant puisse comprendre ce que c'est que les compétences qui sont acquises et qui sont requises dans le monde professionnel, puisse voir de quelle manière elles s'associent aux compétences académiques. Ce sont des cursus individualisés, les étudiants sont très, très suivis, et des tutorats leur permettent de bien comprendre ce qu'ils ont appris. Vous voulez, Atout Plus est une forme d'incubation. Au fond, le monde a changé, les étudiants ont évolué, même depuis 12 ans. Il y a des savoirs qui sont déjà dépassés, le numérique a pris une importance considérable. Donc, Atout Plus, c'est un peu l'incubation d'un nouveau modèle de formation que nous allons expérimenter, évaluer aussi, puisque nous avons mis au point des tests de connaissances et nous allons voir, de manière extrêmement précise, recueillir des données sur l'efficacité de ce modèle. Et alors, si parmi les auditeurs qui nous écoutent, certains sont intéressés par Atout Plus, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Bien qu'ils regardent notre site, atoutplus.org, et il est très, très facile de candidater. Ce qui nous intéresse avant tout, ce sont des étudiants motivés qui ont bien compris ce que représentaient les études dans la vie et surtout la première formation après le baccalauréat. Vous voulez, nous souhaitons avoir de bons élèves, mais quand un étudiant ait des lacunes, en particulier parce qu'il n'a pas eu la meilleure éducation secondaire possible, ça ne nous gêne pas, justement. Nous avons le moyen de dépasser, de l'aider à surmonter ces lacunes, et nous proposons également des bourses pour les étudiants, enfin, en tout cas des financements de scolarité pour les étudiants qui en auraient besoin. Alors, vous avez écrit sur le devenir et l'avenir de l'école dans 2 ouvrages, L'oligarchie de l'excellence et une école qui peut mieux faire. Comment, justement, l'école peut mieux faire et comment entendez-vous mieux faire avec Atout Plus ? Alors, Atout Plus, c'est pour l'université. Oui, alors, mais... pour l'école, une école qui peut mieux faire... Mais pour l'université, comment vous comptez, vous pensez pouvoir mieux faire ? Je pense qu'en université, il n'y a pas de modèle unique. Encore une fois, dès qu'on a enseigné dans le monde universitaire britannique ou américain, ou bien même à l'école normale, nous étions satisfaits quand même des élèves que nous avions. Mais lorsque nous recrutions des étudiants, par exemple en mathématiques, des étudiants brésiliens ou italiens, ils étaient aussi très forts. Et pourtant, le mode de formation supérieure qu'ils avaient choisi n'avait rien à voir avec les classes préparatoires. Donc, nous devons accepter l'idée qu'il y a plusieurs façons de très bien former un esprit. Et parfois même, passer par d'autres disciplines, tout en maintenant un haut niveau d'exigence, évidemment, permet d'ouvrir considérablement les esprits. D'ailleurs, ça, c'est la valeur ajoutée de l'école normale, de n'être pas directive dans les études. Les jeunes, les étudiants peuvent aller d'une discipline à l'autre. Ça, c'est très bien. C'est en ce sens aussi qu'Atout Plus, d'une certaine manière, ce serait un peu le premier cycle de l'école normale. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Vous êtes quelque part un symbole de la méritocratie républicaine. Est-ce que le problème de la France de 2023 et des années qui précèdent, l'un de ces problèmes n'est pas que l'on déteste ces élites, que l'on ne respecte plus les élites, et notamment les enseignants ? Là, il est sûr que les enseignants, et plus généralement les valeurs du savoir et de la culture et du sérieux, sont quand même un peu malmenées aujourd'hui. On est même dans un monde où vraies valeurs et fausses valeurs sont constamment mélangées. On ne sait pas ce qui relève de l'image, des apparences, de la communication, de l'effet, et ce qui relève d'une formation sérieuse et
et en profondeur. Et il y a même des institutions, enfin je ne vais pas donner de nom, en France et à l'étranger, qui revendiquent d'ailleurs de dispenser aux étudiants un enseignement de surface, qui consiste au fond à... De surface, c'est-à-dire superficielle de surface, c'est-à-dire à manipuler parfaitement des signes pour donner l'impression qu'on est complètement apte à parler de toutes sortes de sujets, mais au fond, sans rien y comprendre véritablement. Et parfois, d'ailleurs, quand on entend des gens s'exprimer, on se demande... C'est pas l'ENA, ça? Non, on se demande s'ils savent vraiment ce dont ils parlent. C'est pas l'ENA, bien sûr. Donc, voilà, à tout plus, c'est l'opposé absolu de ça. Mais d'une certaine façon, on pourrait dire que ChatGPT, qui au fond brasse des séquences de phrases qui correspondent à des dominantes statistiques, procède un peu de la même façon. Il nous arrive à chacun de nous de devoir parler d'un sujet qu'on ne connaît pas. Et alors que faisons-nous? Bien, nous essayons de nous rappeler ce qu'on a entendu, et puis on arrange quelque chose. On essaie de se souvenir, et puis on regarde aussi sur Internet. Oui, quand on a le temps. Mais heureusement, et parfois dans la vie sociale, il faut être absolument capable de faire ce genre de choses. Mais il est absolument nécessaire de faire la différence entre cela et le véritable travail. Alors malheureusement, cette différence, parfois, s'estompe. Alors c'est la première chose qu'on doit inculquer aux étudiants. Les intellectuels, Monique Cantos-Peyroire, vous êtes une intellectuelle de renom national et international. Est-ce qu'ils jouent encore le rôle, on va dire, de lanceur d'alerte? Est-ce qu'ils jouent leur rôle? Oui, enfin, en tout cas, les intellectuels que je fréquente ont très certainement. Il ne faut pas non plus réagir plus vite que c'est nécessaire. Il y en a beaucoup qui s'échauffent pour toutes sortes de causes qui leur donnent une certaine image ou qui leur permettent d'exploiter leur créneau. Voilà, ce que je regrette, c'est que beaucoup d'intellectuels soient un peu trop dans leur créneau, que ce soit le créneau que certains appellent woke ou le créneau que certains appellent anti-woke. En revanche, l'intellectuel, oui, tout à fait, il ne se lève pas une fois, pas comme la chouette, qui se lève une fois que l'histoire est arrivée. Il a un rôle d'anticipation. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'anticipation et la recommandation de conduire une préparation intellectuelle et morale à l'égard de ce qui va arriver est absolument nécessaire. Là, nous avons une transformation de l'exercice de nos régimes politiques. Nous avons une transformation tout de même de l'évolution de nos sociétés, sans parler des transformations des relations internationales et du changement climatique. Et d'une certaine façon, tout cela doit être véritablement analysé et présenté. Là, je suis par exemple assez consternée de voir que même nos démocraties libérales tendent à évoluer de manière de plus en plus centralisée, que la valeur de la liberté semble un petit peu remisée. Tout cela, ce sont des évolutions sur lesquelles les intellectuels ont absolument un rôle d'alerte, mais un rôle d'alerte qui appelle à la lucidité, pas destiné à jeter la panique. Et à mettre de l'huile sur le feu. Vous êtes une philosophe. Il y a un débat autour du rôle de la philosophie des philosophes. En quoi Platon, vous êtes spécialiste de Platon. Platon, mais aussi Sénèque, Kant, Philon, Yehuda Halevi ou Maïmonide, pour ne citer que. Ou ceux qui les ont suivis, peuvent-ils nous être utiles aujourd'hui? Comment un texte venu de l'Antiquité peut-il éclairer nos problématiques contemporaines? Parce que c'est le cas. Oui, c'est le cas, tout à fait, même s'il paraît à première vue complètement déplacé par rapport à notre réalité. Vous avez cité Platon. Alors évidemment, c'était un monde tout à fait différent du nôtre, où toutes les tâches matérielles étaient assurées par des esclaves, où on ne s'occupait idéalement que de la culture de son esprit, mais il reste, et où les systèmes politiques, même si on parle de la démocratie grecque, n'avaient rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, mais il reste que les analyses de Platon dans le Gorgias, dans la République, sur la démagogie politique, sur la capacité que peut avoir une personnalité politique à déployer un imaginaire fantasmatique. C'est toujours valable aujourd'hui, quoi. Et au plus haut point. Sur l'évolution interne des régimes politiques, sur ces régimes démocratiques radicaux de fracturation absolue qui, presque par nécessité, appellent des gouvernements autoritaires. Ce sont des schèmes intellectuels qui ont été formulés il y a 2400 ans et qui gardent, dans un tout autre contexte, et qui gardent leur pertinence. Et on peut dire cela de beaucoup d'auteurs aussi. Et enfin, en tout cas, les auteurs dans lesquels je me reconnais, qu'il s'agisse de Descartes, qu'il s'agisse des philosophes contemporains. De Rousseau. Aussi et quel rapport entre philosophie et peut-être aussi évolution d'une civilisation? La philosophie, telle que je l'entends, mais encore une fois, parfois le nom de ce nom-là désigne plusieurs pratiques différentes, mais en tout cas,
Pour ce qui me concerne, c'est une tâche de lucidité, d'intelligibilité et aussi de proposition. On ne peut pas se contenter de déployer le paysage des possibles en disant voilà ce qu'il en est et voici comment ça peut évoluer, soit comme ceci, soit comme cela. À un moment, il faut s'avancer en quelque sorte, ajouter, comme disait Raymond Aron, à la lucidité de l'analyse et donc le pessimisme qui s'attache à l'analyse, l'optimisme de l'action. C'est-à-dire à un moment, il faut proposer un mode d'action, mais un mode d'action profondément argumenté. La philosophie, c'est cette espèce de vigile que il faut qu'il y a une raison, que toutes les idées peut-être peuvent être débattues si elles avancent avec des arguments et si elles acceptent d'être réfutées. Depuis Freud, on admet qu'il y ait de la pensée sans conscience. Et quand il n'y a pas de conscience, est-ce qu'il y a de la pensée ? Certainement. Parce que la conscience... Comment opposer conscience et pensée ? Elle agite, elle brasse des pensées. Alors la pensée sans conscience, c'est plutôt l'imagination, d'une certaine manière, est une pensée sans conscience. Les fantasmes sont dans des pensées sans conscience. On peut dire que l'idéologie aussi est une pensée sans conscience. Mais si vous voulez, la première tâche de la conscience serait d'être bien consciente de la force de ces pensées sans conscience, parce que les manipulateurs de l'opinion sont experts dans la manière dont ils les manipulent. Et là, c'est une allusion à la politique, peut-être ? Oui, peut-être. Les manipulateurs, les politiques ? Pas tous. De la culture de masse et de cet endoctrinement, qu'il soit progressiste ou réactionnaire, auquel parfois nos contemporains semblent prêter beaucoup d'attention et pour lesquels ils ont un véritable engouement. Et justement, vous plaidez pour la nécessité de remettre au premier plan les concepts de la philosophie morale, je ne me trompe pas ? Pourquoi et avec quel objectif ? L'objectif est très simple, il est dû en grande partie à mon histoire personnelle et à ma génération. J'ai commencé mes études de philosophie dans un monde où il allait de soi que l'homme n'existait plus. C'est après 68. La conclusion des mots et des choses de Michel Foucault, où il ne s'agissait alors soit que de structure, soit de configuration ou d'épistémé, que le sens de la responsabilité, et puis donc toutes les notions fondamentales qui sont attachées à la pensée libérale, dont je me réclame, étaient destinées à disparaître. Pour moi, qui était formé dans la tradition classique de la philosophie et qui a eu la chance de connaître très tôt la tradition philosophique anglo-américaine qui s'est prolongée jusqu'à nous, la position de l'agir humain, de la capacité de vouloir quelque chose du monde et d'un être humain qui puisse revendiquer sa responsabilité et l'intégralité de sa réflexion morale, me paraissait un ensemble de notions qu'il fallait absolument réhabiliter. Je me rappelle dans les années, alors je crois 88-90, le débat avait publié un numéro spécial, La philosophie. Donc la revue Le Débat. La revue Le Débat avait publié un numéro spécial, La philosophie qui vient. Et j'avais été chargée de présenter la philosophie morale, comme si la philosophie morale allait disparaître et elle allait venir enfin. Et de fait, elle a d'une certaine façon disparu de la philosophie française pendant quelques décennies. Ce qui avait fait dire à mon maître, Jacques Brunswick, extraordinaire spécialiste de philosophie grecque, bon, bien, je salue le numéro comme étant la philosophie qui s'en va. La philosophie, est-ce que Elisabeth Borne a été à votre place il y a 15 jours, donc quand elle dit le RN est l'héritier de Pétain, c'est juste, historiquement, factuellement, est-ce que c'est un peu de la philosophie ? C'est quoi ? Factuellement, il est certain que le Front National a été créé aussi par des pétainistes. Mais cela dit, plusieurs décennies sont passées et je ne suis pas sûre qu'on puisse dire du Rassemblement national tel qu'il est aujourd'hui qu'on puisse présenter comme un fait là, dans sa réalité contemporaine. Je ne parle pas de son histoire, mais l'histoire qui a contribué, enfin l'histoire du Parti communiste n'est quand même pas non plus complètement pure, et si on prend tous les partis, je ne suis pas sûre qu'on trouve quelque chose de totalement vierge. Enfin, la soumission du Parti communiste à Moscou pendant longtemps, c'est pas quelque chose auquel on pense pour disqualifier ce qu'est le Parti communiste aujourd'hui. Donc, en revanche, je serais beaucoup plus sévère pour
le parti politique Reconquête qui, donc Reconquête de Zemmour, dans la voix de son fondateur, a clairement revendiqué la réhabilitation de Pétain, prétendant que Pétain avait sauvé les Juifs français au moment des arrestations de masse, ce qui est totalement faux. Laurent Joly l'a parfaitement établi. La tentative d'euphémiser ce qui a été la droite pétainiste et de la raccrocher d'une certaine manière à la droite contemporaine me paraît une imposture historique. Imposture historique, une faute. Et morale aussi, certainement. Une faute politique. Quand vous avez entendu ça vous a fait mal, quelque part ? Ça m'a totalement scandalisé, en effet. Vous avez écrit l'idée de guerre juste en 2010. C'est quoi une guerre juste ? Parce que ça résonne aujourd'hui avec l'actualité en Europe, en Ukraine. Ça a une résonance particulière. La notion de guerre juste est tout à fait extraordinaire, puisque en effet, toutes les histoires montrent qu'elle est tout de même liée au christianisme, c'est-à-dire à un ensemble de conceptions morales qui considèrent que l'usage de la violence est un mal, et qu'on va en quelque sorte limiter ce mal en justifiant la guerre, à la fois dans ses raisons, les raisons de faire la guerre, et dans la manière dont on fait la guerre. Chez les anciens Grecs, la guerre était en deçà de toute considération morale. La guerre était un produit naturel des interactions humaines. Ça n'empêchait pas, par exemple, que Thucydide rappelle dans la guerre du Péloponnèse des mesures qui sont destinées à épargner les civils ou à faire évacuer les villes qui vont être assiégées, mais à aucun moment ce n'était porté par une considération morale. Il en a été autrement avec le christianisme, et ça a vraiment créé la tradition de la guerre juste. Et la mutation a été au XVIIe siècle, quand tous les jurisconsultes et ensuite les théoriciens de la guerre juste ont en quelque sorte mis de côté cette référence chrétienne en insistant sur le fait que ce qui rend la guerre juste, c'est la limite. Telle cause les limites qu'on se fixe. Oui, telle cause de faire la guerre et pas telle autre. C'est-à-dire il faut que ce soit légitime défense, il faut que ce soit dernier recours, etc. C'est-à-dire une éthique de la violence ? Et en tout cas, un ensemble de limites qui aseptisent ou peuvent justifier l'usage de la violence. Et pareil pour la manière de la faire. Proportionnalité, jamais viser délibérément les civils, etc. Toutes ces limites qui ont défini la guerre juste. Avec la guerre en Irak, et avec ce qui s'est produit à partir des années 2000, c'est-à-dire des justifications de la guerre qui étaient pas du tout de rétablir la paix ou de refouler l'agresseur, mais qui étaient au fond des justifications morales, répandre la démocratie, ramener la civilisation face à des États faillis ou face à des États qui se comportaient très mal. On a vu les justifications de la guerre peu à peu basculer vers des justifications de plus en plus morales. Ou d'une certaine manière, ou des fausses justifications. Plutôt la guerre était faite pour rétablir l'ordre, là, la guerre était faite pour promouvoir des valeurs morales. Et d'une certaine façon, ce qui m'a intéressé, c'est ce retour de la guerre, ces justifications morales qui ramenaient au début de l'histoire de la guerre juste, qui étaient étrangement réactualisées. C'est ça que j'ai voulu étudier. Mais d'une certaine façon, dans la guerre que Poutine fait à l'Ukraine aujourd'hui, on a une réactivation de ce modèle de la guerre civilisationnelle. Ce n'est pas pour... mais barbare en plus. Ce n'est pas pour rétablir, pour s'emparer d'un territoire pour des raisons utilitaristes. C'est quelque chose de beaucoup plus qui a trait au destin de la Russie, à une sorte de passé glorifié. Qui remonte à la Russie des tsars. Ce qu'était la Russie. Donc, c'est curieux. Le phénomène que j'ai étudié dans ce livre, c'est comment après... la Deuxième Guerre mondiale était aussi une guerre pour la justice et la morale. Comment peu à peu on a quitté cette conception de la guerre limitée, qui était par exemple les guerres du XVIIe siècle, après les guerres de religion, pour revenir à des formes de guerre morale illimitées. Et quand les guerres n'ont pas de principe de limitation intérieure, elles sont difficiles à arrêter. On a tendance à passer aux extrêmes assez vite. Et je sais que vous êtes déjà exprimé sur le conflit israélo-palestinien, sur Israël, sur la guerre au Proche-Orient. Par rapport au concept de guerre juste, qu'est-ce que vous dites ? C'est un état des choses désolant, et on ne peut qu'aspirer à une pacification. Alors, je reste attachée au modèle des deux États, mais en étant bien consciente que c'est un modèle qui est de plus en plus difficile à réaliser. La vie des populations palestiniennes est très difficile, ça va de soi. Mais par ailleurs,
je défends évidemment le droit d'Israël à exister en paix dans des frontières sûres, et il ne faut pas poser la question des colonies de manière trop angéliste. Un état de fait est créé, il faut trouver des compensations et arriver à une négociation acceptable. Mais ce qui parfois me gêne le plus dans les discussions sur cette question, c'est la délégitimation préalable dont Israël est l'objet. Elle est totalement injustifiée, surtout quand on connaît la richesse de la société israélienne, et quels que soient les gouvernements en place. La richesse de cette société, la pluralité des opinions et tout de même le souci de la majorité de la population israélienne de trouver une solution. Il y a deux choses. Il y a ce dont vous parlez, c'est l'antisionisme, la délégitimation de l'État d'Israël, la négation de l'existence de l'État d'Israël et la critique du gouvernement, de la politique de l'État d'Israël qui est tout à fait légitime. En tout cas, elle peut être légitime, mais ce sont des questions différentes. Des questions différentes, et quand vous voyez ce qui se passe en Israël, cette contestation d'une partie importante de la population contre la réforme de la justice de Benjamin Netanyahou. Alors pour ce qui me concerne, je ne suis pas favorable au fait qu'une décision politique puisse dépasser un système de normes qui a été qui constitue quand même l'armature fondamentale dans le cadre de laquelle l'État s'est développé. Ces normes ne sont pas arbitraires, elles ne résultent pas de la loi du plus fort, elles correspondent à un exercice normal du pouvoir. Je suis très attachée à l'équilibre de pouvoir et à la possibilité de maintenir vivants des contre-pouvoirs, même si c'est désagréable, même si on a l'impression de perdre du temps et de moins efficace, pour une raison très simple. C'est que personne n'est sûr d'avoir raison. Et le meilleur moyen, au cas où on a raison, d'être arrêté avant la catastrophe, c'est le contre-pouvoir. C'est le contre-pouvoir. Quand vous constatez l'évolution de la société française, les fractures qui se multiplient, la violence de plus en plus présente dans les rues, les manifestations, dans le débat politique, jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, est-ce que cette montée de la violence dans la société, au sein du débat politique, vous inquiète? Est-ce que la démocratie est en danger? C'est une question la montée de la violence m'inquiète énormément, et surtout l'incapacité de trouver des formes de consensus et de discuter, et à tous les niveaux. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée, on a l'impression qu'on a une sorte de conflictualité ardente, et les procédures, les institutions n'arrivent plus à la pacifier. On n'arrive plus à construire des consensus ou des majorités qui puissent en quelque sorte calmer le jeu. Nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés extrêmement divisées. Il n'y a pas l'idée qu'il y a un peuple avec une homogénéité, une croyance qui peut s'imposer à tout le monde. C'est une vue de l'esprit. Il y a une irréductible pluralité d'intérêts et d'opinions. Et la spécialiste de Platon que vous êtes, est-ce qu'il faut aller lire Platon pour essayer de corriger ça, ou d'autres philosophes? Mais ça, c'est la première question de Platon. Qu'est-ce qu'on fait de la pluralité interne à la cité? Alors évidemment, Platon l'a qualifié en des termes qui viennent de son époque, c'est-à-dire il voit des caractères différents. Aujourd'hui, c'est simplement des préférences. Mais il reste que c'est la donne contemporaine, c'est tout. Donc on fait avec, et à partir de cela, on essaie de trouver des formes de vivre ensemble. Vous avez été vivre ensemble, justement, vous avez travaillé écrit sur la liberté d'expression. Est-ce qu'elle existe encore, la liberté d'expression? Les réseaux sociaux, Internet, c'est la liberté d'expression ou la liberté de diffamer et de salir? La liberté d'expression, heureusement, existe encore dans le droit. C'est-à-dire que, oui, dans le droit, et quand la justice intervient, en général, elle contribue en particulier pénaliser ceux qui ont abusé de la liberté d'expression, c'est-à-dire en s'en servant pour essayer, au fond, de détruire ou de tuer socialement ceux auxquels ils s'en prennent. Mais malheureusement, la justice ne rend pas la parole à celui qui en a été privé. C'est-à-dire lorsqu'on voit se répandre des formes d'annulation de discours, on empêche les personnes de parler, de donner leur avis, même si cet avis n'est pas du tout contraire à la loi. À ces personnes-là, on ne restitue pas le droit de parler. Donc l'état actuel de la liberté d'expression, et c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre, je voyais de plus en plus une sorte d'affrontement entre deux extrêmes. L'un qui est des groupes progressisme et très militant, avec une définition très dogmatique du progressisme, qui veulent imposer leur loi à tout le monde, en décidant de ce qu'on a le droit de dire et de ce qu'il faut taire. Et puis de l'autre côté, des personnes qui, au nom du fait qu'elles n'ont plus le droit de parler, en profitent pour déchaîner la parole et pour pratiquer tous les abus de parole. Donc ça veut dire que la démocratie est en danger? Ça veut dire qu'on a affaire à un pur rapport de pouvoir. Il ne faut pas mettre trop de morale là-dedans. Enfin, la morale viendra après. D'abord, il faut rétablir l'équilibre. On a une sorte de lutte pour avoir
avoir l'hégémonie sur la parole publique. Est-ce que ce seront les progressistes? Est-ce que ce seront les réactionnaires? On verra ce qu'il en est. Mais évidemment, la première victime au milieu, c'est la liberté d'expression, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer tranquillement son avis avec ses raisons. Tant que ce n'est pas contraire à la loi, ça doit pouvoir être entendu. Et alors, en conclusion, comment on revifie la démocratie et l'idée démocratique? Bien, je voulais, en tant que libéral, je crois beaucoup aux initiatives sociales, aux initiatives citoyennes. Je ne pense pas que l'État peut y contribuer par son exemplarité de fonctionnement, mais ce qui fait la vie et l'animation de la démocratie, ce qui en fait une véritable chair, milieu commun dans lequel on a envie de déployer ses talents et on a envie de continuer à vivre ensemble, ce sont quand même le génie individuel, les singularités, les initiatives, qu'elles soient économiques, sociales, de toutes sortes. C'est ça qui fait la vie de la société. C'est pour ça que je ne veux pas de modèle uniforme qui s'applique à tout le monde, parce que ce serait cette ressource-là qui serait définitivement compromise. Et c'est pour ça que vous êtes libéral. Oui. Merci en tout cas, Monique Otto-Sperber, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.